Frédéric Bonnet-Brio, que normalement on ne présente plus maintenant, pédopsychiatre et professeur de physiologie à l'Université de Tours, coordinatrice du Centre d'excellence autisme et PMD du Grand Ouest, donc notre centre d'excellence exact national, qui va nous faire une intervention sur la communication et dans l'autisme et sur tous ces aspects neurophysiologiques. Je te remercie beaucoup Frédéric, et donc tu as la parole pour une intervention de 40 minutes si on va avoir un peu de temps pour des échanges avec la salle. Merci beaucoup. Merci Anouk. Alors désolée, je ne vous vois pas, justement ça va être un bel exercice de communication parce que justement je vais le faire en unimodal, enfin, en tout cas je vais le faire toute seule et si je peux avoir un retour de la salle, j'aimerais bien en même ne serait-ce qu'en vidéo, mais je ne sais pas si c'est possible ou pas pour vous. Mais c'est pas grave, le plus important c'est que vous m'entendiez. Et puis surtout, à nouveau, en effet, vous priez de m'excuser, je suis vraiment désolée de ne pas être là. Mais le problème, c'est qu'il fallait que je sois absolument certaine d'être à Tours très tôt demain matin, enfin début d'après-midi d'ailleurs, pas ça, mais de partir très tôt. Bref, donc avec les incertitudes de demain, j'ai pas pu prendre le risque. Vous m'envoyez vraiment désolée parce que c'est toujours un plaisir de rencontrer les gens, évidemment voir les collègues. J'ai vu les très belles interventions aussi justement de Michael, Marie Plumé, de tout le monde. Et puis grand plaisir aussi de voir un collègue et ami Anouk Amistol, le président du conseil scientifique, qui coordonne donc le nouveau centre d'excellence de Nouvelle-Aquitaine, reconnaissance largement méritée. Alors du coup, la commande en effet était de vous faire justement un peu de la physiologie de la communication. Donc en tant que professeur de physiologie, du centre d'excellence exact. Alors juste aussi, oui, je rebondis là-dessus, vous savez que le territoire exact, comme disait Anouk, en fait, c'est sur le Grand Ouest, donc il y a tous les collègues aussi justement de Bretagne, qui sont partenaires justement aussi de la Fédération hospitalo-universitaire, qu'on est sur le Grand Ouest, donc là aussi c'est pareil, j'ai loupé tous les échanges avec vous, et je le regrette sincèrement. Alors, du coup, en 40 minutes, en effet, Anouk m'avait dit, est-ce que tu peux nous faire un petit peu la physiologie de la communication? Alors, quand on dit communiquer et interagir, évidemment, la question, c'est toujours la même chose, c'est que, notamment quand on s'intéresse à l'autisme, c'est la vision développementale de la communication. Et puis, si on reprend déjà, c'est-à-dire c'est chez le sujet ordinaire, communiquer et interagir tout au long de la vie, ça va en fait solliciter évidemment des systèmes qui sont globalement les mêmes, mais qui bien évidemment vont évoluer tout au long de la vie, puisqu'un bébé n'a pas les mêmes systèmes de communication que justement un jeune adulte, et que dans ces modalités de communication, comme on va le voir, c'est en fait un exercice de haute volée que de faire ça. C'est un exercice qui physiologiquement mobilise énormément de ressources au niveau cérébral, alors que ça nous paraît extrêmement naturel et inné. Et on va voir qu'en fait, c'est pas le cas, et que justement, enfin si c'est le cas, je veux dire, quand on est dans le développement ordinaire, et que justement, quand on est dans le cas de l'autisme, eh bien, on va avoir justement à passer par des étapes plus explicites de phénomènes qui habituellement sont totalement implicites et simples quand tout se passe de façon ordinaire. Alors, du coup, on a en effet, entre êtres humains, on a ces particularités d'avoir des ressources absolument extraordinaires, justement dédiées au système de communication, et on va le voir justement de façon extrêmement multimodale, modulée, fluide, et qui mobilise donc un certain nombre de ressources. Alors quand on va parler de neurophysiologie, il faut que je vous fasse quand même un petit rappel justement pour parler de la base, finalement de la matière neurophysiologique qui sert à interagir avec l'autre. Alors toujours ce que je dis aussi quand on fait ces cours de neurophysiologie, ce système, il est la matière qui va nous permettre de produire de la communication, une interrelation, mais il n'est pas l'équivalent d'eux. C'est-à-dire que quand on est sous l'angle de la neurophysiologie et qu'on veut parler quand même un peu justement traitement de l'information, neurophysiologie, ce système il est indispensable à établir la relation, il est indispensable pour communiquer, mais il n'égale pas la communication ou la relation qui bien évidemment va intégrer beaucoup d'autres volets
pour intervenir, pour pouvoir entrer en relation avec quelqu'un. Mais il n'en demeure pas moins que donc, nous avons en effet un système neurophysiologique, une matière neurophysiologique, un appareillage chez l'humain qui est complètement justement dédié à cette fonction de communiquer et interagir avec l'autre. Donc quand je vais vous parler de système nerveux, un petit bref rappel, on a ce qu'on appelle le système nerveux central et donc l'encéphale. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche, quand je tourne avec ma flèche, est-ce que ça sert de pointeur ou pas du tout en fait? Anouk, tu peux me dire, quand je fais avec ma flèche, est-ce que ça fait pointeur ou pas en fait? Oui, tout à fait. Si ça marche, ok, très bien, super. Donc du coup, vous avez ce qu'on appelle le système nerveux central, c'est donc le cerveau, que vous connaissez, et la moelle épinière, qui est, justement, les deux là font partie du système nerveux central. Et puis, vous avez donc les systèmes nerveux périphériques, qui vont donc de la moelle crânienne ou de la moelle épinière, justement, vers la périphérie des membres. Et à chaque fois, donc, ce système nerveux périphérique, il va emmener l'information vers l'encéphale, ou alors il va permettre de descendre l'information vers les muscles. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les boucles sensorineuses-praxiques, et je vous ai mis ça après, et qui sont donc au cœur de ce système nerveux. Vous allez avoir, quand on parle de transmission de l'information ou de traitement de l'information, c'est en fait au cœur de ce système, ce qui se passe, ce sont les synapses. Les synapses, donc c'est le point de jonction entre ces deux neurones. Et on va avoir, en fait, il y a aussi une complexité absolument extraordinaire, puisque vous avez dans ce fameux système nerveux, si on ne regarde que l'encéphale, donc en haut, hein, ici, alors en fait, chaque être humain a à peu près entre 80 et 100 milliards de neurones. Chaque neurone est à peu près connecté à 10 000 autres neurones. Et donc ça fait 10 000 synapses pour un neurone. Et dans chaque synapse, vous avez en fait des dizaines de vésicules de petites molécules chimiques qui contiennent elles-mêmes des milliers de molécules de neurotransmetteurs qui peuvent être donc distribuées sur une synapse. Donc, tout ça pour juste que vous entreaperceviez la dimension de la complexité du fonctionnement de ce système nerveux, qui va être justement, pour une grande part, chez l'être humain, dédié à la communication et à l'interaction avec autrui. Et donc ça, juste pour que vous puissiez aussi continuer à voir un petit peu, ça c'est une coupe de cortex dans la neurophysiologie. Donc quand on parle du cerveau, si on fait une coupe comme ça transversale du cerveau, vous avez ce qu'on appelle la substance grise et la substance blanche. Donc en fait le gris, c'est le cortex, c'est l'écorce cérébrale, c'est là où est donc ce qu'on appelle péter l'information, ça veut dire vraiment analyser de façon ultime. Quand on est par exemple dans la zone corticale de la vision, eh bien c'est là où on voit, c'est là où on a la perception consciente de voir. Et si je fais une petite tranche, d'un tout petit peu là, de tranche grise ici, que je zoome sur cette petite tranche d'écorce cérébrale, eh bien je regarde à la naissance, à 1 mois, à 6 mois, à 2 ans. Vous voyez qu'un bébé, il naît en gros avec ses 80 ou 100 milliards de neurones. Et au fur et à mesure, ces neurones ils vont pousser pour faire les fameuses connexions synaptiques dont je vous ai parlé. Et donc, c'est ce qu'on appelle les réseaux neuronaux. Et donc, dans ces réseaux neuronaux, au niveau donc, de tout l'encéphale, c'est ce qu'on va voir, il y a toute une partie de ce câblage qui est dédié justement à la communication. Alors, il ne faut pas hésiter à m'interrompre, je ne sais pas si c'est possible à nous ou pas, s'il y a des choses à un moment donné qui ne sont pas claires ou s'il faut que je revienne, mais je fais à l'aveugle là. Hein. Anouk, je compte sur toi et tu me dis s'il faut, si à un moment donné, il faut que je revienne. Moi, je suis un peu tout seul, effectivement, ça passe feedback, mais on t'interpelle. Si c'est clair, si tu vois que ça reste pas là, tu me donnes le feedback pour voir s'il faut que je reprécise des choses. Et donc, du coup, de façon très schématique, tout ce système nerveux du central au périphérique, eh bien, il sert à quoi? En fait, il sert à capter l'information en provenance de l'environnement, à traiter cette information et ensuite à réagir dans l'environnement. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc les boucles sensorie, gnosie, praxique. Donc sensorie pour traitement sensoriel, gnosique parce que c'est traitement cognitif, traitement d'information, et praxique, c'est-à-dire mouvement ayant un but.
action vers l'environnement en ayant un but. Et alors, quand on va dire praxis, vous savez bien dans le langage par exemple, quand on parle des praxis bucco-phonatoires, c'est déjà de l'action vers l'environnement, c'est-à-dire que c'est déjà de l'information qui redescend de l'encéphale vers les muscles pour justement contracter tous les muscles de l'appareil bucco-phonatoire et donc produire du son. Donc tout ça, vous pouvez le décliner de saisir simplement un objet à en effet parler et communiquer. On est toujours dans, on capte l'information, on traite cette information et du coup on a une action, et cette action peut être par exemple de parler. Voilà. Et donc ça, ce sont les boucles sensory-gnosi-praxiques de fonctionnement global du système nerveux. Alors, quand on va dire capture de l'information, toujours pareil, dans ce système nerveux et central et périphérique, donc là on capte l'information en provenance de l'environnement, on a nos différents sens justement, et c'est ce qu'on appelle l'extéroception. Donc l'extéroception, la vue, l'ouïe, l'audition, le goût, le toucher, l'odorat. Dans ces 5 sens, quand on regarde finalement lesquels servent à communiquer et à interagir, bien évidemment la vue, bien évidemment l'audition, le goût, c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on peut échanger une notion sur un goût, mais dans ce cas-là, on reviendra sur la question du langage. Le toucher, bien évidemment, toucher quelqu'un, c'est communiquer, c'est interagir avec lui. Et l'odorat, c'est encore un petit peu différent, mais on sait qu'on peut sentir l'odeur de quelqu'un, c'est pas forcément un moyen de communication. Mais de façon très classique, bien sûr, la vision, l'audition et le toucher, donc ça c'est du domaine de l'extéroception, donc dans l'étape capture de l'information. Je fais un petit pas de côté pour vous parler quand même de l'interoception. L'interoception, c'est en fait un autre système nerveux, mais du coup un système nerveux de l'intérieur, qui nous donne aussi, qui va faire remonter justement un ensemble d'informations aussi à l'encéphale, mais non pas pour aller capter l'information en provenance de l'environnement, mais l'information interne. Donc c'est ce qui est l'information là, si je vous interroge par exemple, je vous demande est-ce que votre vessie est dilatée ou pas, vous êtes capable de dire l'état de dilatation de votre vessie, vous voyez, parce que vous avez ces capteurs internes. Si je vous demande est-ce que vous avez soif ou pas, vous êtes capable de donner l'information sur l'état de dilatation de vos cellules parce que vous avez cette formation interne, ces réseaux internes. De la même façon pour l'état digestif, si vous avez mal au ventre ou si vous sentez la digestion, tout ça c'est un système nerveux de l'intérieur. Alors, quand on parle de la communication, on ne parle pas de ce système-là, mais ce qu'il faut bien se dire, bien évidemment, c'est que l'organisme est en permanence dans une balance entre ce qu'on perçoit de l'extérieur et ce qu'on ressent de l'intérieur, et donc la disponibilité à communiquer et à interagir avec quelqu'un, elle dépend aussi profondément de cette balance. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui a une gastro-entérite, si vous-même vous avez une gastro-entérite, si vous avez mal au ventre comme pas possible, et on sait bien par exemple dans l'autisme aussi, les difficultés en termes de perception interne, vous avez une problématique de disponibilité au traitement externe. D'accord ? Donc ça n'est pas directement un système de communication, mais la balance extéroception-interoception, elle est en permanence. Et si l'organisme est envahi d'input interne, de douleur au sens de digestif et tout ça, bien évidemment, vous aurez des difficultés de communication secondaire, même si elles ne sont pas primaires. Je fais un petit pas de côté, mais c'est très important. Et c'est ce système-là aussi, dit interoceptif, qui est ce système qui nous permet de dire dans quel état émotionnel on est. C'est aussi savoir si nos cellules sont hydratées ou savoir si on est anxieux, triste aussi, c'est ce système de l'intérieur. Et donc, la bonne physiologie de ce système de l'intérieur permet évidemment de faciliter la communication avec l'extérieur. Donc, je reviens à mon système de communication au sens classique du terme. Donc, comme je disais, quel sens utile à la communication ? Bien sûr, donc on disait la vue, l'audition, le toucher. Et tout ça va être traité
par les aires cérébrales, dans différentes aires cérébrales, au niveau du lobe occipital pour la vision, au niveau du lobe temporal pour l'audition, au niveau du lobe pariétal pour le toucher, mais tout ça se parle. Hein. Il y a des zones dédiées au niveau cérébral, mais elles communiquent bien évidemment toutes entre elles. Et petit point aussi justement de physiologie, parce que je pense que c'est vraiment important quand on pense communication, et certainement justement quand on veut faire tout ce qui est communication alternative augmentée, pour bien comprendre que toutes les étapes du traitement d'informations qui permettent de communiquer, elles commencent justement déjà au niveau de l'audition. Avant de se dire « je comprends le langage », il faut déjà que ce signal physique qui est le son, c'est-à-dire en gros des vibrations sonores, c'est des vibrations de l'air. Le son, c'est l'air qui bouge. Eh bien, cet air qui bouge, il faut tout un petit appareil à l'intérieur de l'oreille qui, justement, va transformer cet air qui bouge en signal électrique qui va pouvoir être traité par le cerveau. Donc, base de la communication, quand on va analyser les capacités de communication chez quelqu'un, avant de penser cognition sociale, attention conjointe, tout ce qu'on veut, déjà, quid de l'oreille. Et ça, c'est pour ça que quand on dit, vous savez, on ne peut pas se permettre dans l'autisme de tolérer une petite perte de décibels de même 20-30 dB qui pourrait aller chez quelqu'un, un enfant au développement ordinaire, parce que ça, c'est la porte d'entrée de la communication quand on est sur le plan audio. Il faut que tout ce message auditif, là, il y ait une transformation en message électrique, et donc c'est fondamental de vérifier que ces enfants n'ont pas, ou ces adultes, n'ont pas de problème au niveau des oreilles. Et puis, une fois, vous voyez que ce signal, là, c'est comme si c'était la suite, ce signal qui a été avant auditif et qui maintenant devient électrique, il va faire tout un chemin à partir du tronc cérébral, ici, ça c'est, je ne rentre pas dans les détails, mais pour montrer qu'ensuite il monte, et il va donc aux aires temporales, et l'audition consciente, elle va être ici. D'accord ? Donc là aussi, tout un chemin qui se fait avant que le son ne puisse être perçu et traité. Pareil pour l'œil, je vous fais le parallèle avec l'œil. La vision, c'est bien à quel point la vision évidemment est importante dans la communication. L'œil, ça c'est un œil, vous voyez, donc l'œil c'est toute la lumière qui est ici, vous avez donc la pupille, le cristallin. Cette lumière elle va traverser tout ça, elle va toucher la rétine, et là donc elle va être transformée en signal électrique pour aller envoyer toute l'information au cerveau de la vision. De la même façon, si vous avez un enfant autiste qui a une myopie massive ou qui a un trouble vraiment majeur de la commodation de convergence, eh ben, vous pouvez faire toute la communication alternative que vous voulez. Si la lumière ne touche pas pile poil au niveau de la rétine, de toute façon, toute l'information passe ailleurs. Donc il y a la communication, elle commence par le traitement au niveau des récepteurs, que ce soit l'audition, que ce soit la vision, et donc l'intégrité de ces récepteurs, c'est fondamental avant de penser communication. Et donc pareil pour l'œil, vous voyez la même chose que l'audition. Après l'œil, une fois que tout est l'image, tout ce qu'on a voulu montrer justement, les supports visuels, tout ça, tout ce qui est dit pour les supports de communication alternative, ben, si au départ, à cause parce que l'enfant il n'a pas ses lunettes, rien n'arrive ici, on peut faire tout ce qu'on veut, rien ne sera bien traité derrière au niveau du cortex occipital. Ça, c'est la voie pour la vision. Et donc, du coup, c'est ma publication justement que je vous ai mise. Alors, on sait très bien qu'il y a plus de risques d'autisme, par exemple, chez les enfants qui ont un handicap visuel. Il y a plus de risques d'autisme chez les enfants qui sont sourds. De la même façon, il y a plus de troubles de l'accommodation de convergence chez les enfants autistes. Et il y a plus aussi de surdité chez les enfants autistes. Donc, du coup, il y a un double lien sur ces sensorialités qui justifie complètement qu'on soit hyper vigilant sur l'aspect ORL et ophtalmo. Et en gros, il y a entre 40 à 50%, voire même des fois plus, a priori, d'enfants autistes qui ont des troubles de l'accommodation convergence. Donc ça veut dire que du coup, on devrait avoir 40 à 60% des jeunes dont on s'occupe qui ont des lunettes. Et on voit bien que ce n'est pas forcément toujours le cas. Et donc, en tout cas, les chiffres varient, mais il y a une vraie question de est-ce que déjà l'enfant a bien ses lunettes. C'est très réel. Alors, du coup, vous voyez, cette rétine ou cette cochlée, donc là on est au niveau de l'œil et là on est au niveau de l'oreille,
qui vont après, de façon ultime, aller au cortex. Ce qui est très important, c'est que en fait, le cerveau, avant, il ne va pas directement de l'œil au cortex ou directement de l'oreille au cortex, il a une étape, ce qu'on appelle l'étape sous-corticale, qui est au niveau du thalamus. Qui est, en fait, on est dans le thalamus, c'est ici, hein, c'est ce qu'on est dans, en fait, c'est ce qu'on appelle les doigts gris, on a des doigts gris en dessous, donc c'est l'étape sous-corticale. Et ce qui est juste à retenir très important, c'est qu'en fait, normalement, cette zone-là, elle a une fonction de filtre. Elle a une fonction de filtre, c'est-à-dire qu'elle fait que tous les sons que perçoit l'oreille, parce que l'oreille, elle ne filtre pas, par exemple, hein, elle prend tout, elle code en signal électrique, mais tout ne monte pas à la conscience. Et très probablement aussi, justement, que dans l'autisme, ou dans le trouble du neurodéveloppement, il y a un problème aussi d'étape de filtre qui fait qu'il y a peut-être trop ou pas assez, justement, d'informations qui a été là encore captée par l'environnement, traitée, codée, et qui du coup monte jusqu'à l'étape corticale, et qui fait qu'on a conscience de ces éléments sensoriels. Là où normalement, on a un gros filtre sous-cortical, que l'information vienne de la vision, que l'information vienne de l'audition, il y a un filtre qui permet justement de filtrer tout ça. Donc là aussi, il y a tous les travaux qui disent que probablement dans le TSA, et puis aussi dans d'autres TND, il y a des problèmes de ce filtre avant que ça n'arrive à la conscience. Alors, du coup, quand on a tous ces, comme je vous disais, donc, captures de l'environnement, en fait, le cerveau, il distingue ce qui est dans le domaine de l'environnement. Alors, vous voyez, tout ça, ce que vous regardez ici, vous voyez, donc là, ce que je vous montre ici, ce sont des objets du monde physique. Alors, je ne sais pas s'il y a... Non, hop. Ah, là, il y avait du son. Bon, voilà, ça, c'était aussi sur le plan sonore, c'était le bruit d'une voiture, avec le comme ça, en voiture. Et du coup, ça, c'est ce qu'on appelle l'environnement non social. Et puis, vous avez dans l'environnement des signaux dits sociaux, donc qui sont des signaux issus du vivant et plus particulièrement de l'humain. Et là, en fait, dans tous ces câblages très compliqués que nous avons au niveau de notre cerveau, quand le signal vient justement de l'humain, il a des circuits préférentiels, il a des circuits qui vont faire que ce signal-là, cette information-là, elle est traitée justement de façon rapide, privilégiée, automatique, pour justement interagir avec l'autre. Et là encore, c'est quand tout fonctionne de façon ordinaire, et c'est là où justement c'est plus compliqué dans l'autisme, parce que ça ne va pas se faire de façon aussi simple. Alors, de la même façon là, je vous montrais aussi, donc du coup, cette vision, là il y a une photo qui est sautée du coup, cette vision ici, on a évidemment un aspect très particulier, c'est que finalement on va utiliser le regard. Donc, dans la vision, il y a cette question du regard, c'est-à-dire qu'on va orienter notre regard pour aller justement capter du signal aussi visuel. Donc là, si je fais la boucle sensorie, gnosie, praxis, regard, c'est que donc sur un plan sensoriel, par exemple, si je regarde un visage, là je regarde le visage de cette jeune fille, je vois ses yeux, ça va au cortex visuel, mais je peux aussi donc du coup traiter cette information visage, le traitement gnosique, et puis je peux orienter mon regard ou ma tête, et là je suis dans le praxis, c'est-à-dire l'orientation de mon regard, c'est que je vais donc avoir une réaction à ce que j'ai perçu visuellement. Donc toujours pareil, sensorie, gnosie, praxique, et deux personnes qui interagissent ensemble et qui se regardent, c'est en permanence ça, c'est-à-dire que par ma vision, je vois le visage, cortex visuel, et ensuite je peux renvoyer l'information pour orienter les muscles que j'ai sur mes globes oculaires, pour faire bouger mes yeux, pour orienter mon regard. D'accord ? Et donc ça, ce fameux regard qu'on a chez l'être humain, donc qui est quelque chose de nos globes oculaires, là justement, qui vont et percevoir l'autre, et aussi être la source d'informations sociales quand on se regarde les uns les autres, et qui est donc propre à l'humain, avec ce contraste très fort entre la pupille
et la sclère blanche. Hein, on est les seuls dans le règne vivant à avoir cette sclère toute blanche comme ça, avoir ce contraste très fort qui fait que justement, vous voyez, on va finalement, on se regarde les uns les autres dans les yeux, qu'on se soit pour capter l'information ou pour émettre l'information à travers ce canal visuel. Et donc, comme je vous le disais, boucle sensory-nosy-praxique, la façon aussi justement où vous orientez la tête pour orienter son regard, évidemment, modifie ce que vous allez aller capter comme information. Et on voit bien aussi justement dans l'autisme, hein, souvent où il peut y avoir justement soit une tête un petit peu penchée, soit des fois un visage trop proche. Tout ça, c'est l'orientation de ce système de capture de l'information visuelle et qu'on va aussi, donc du coup, le récepteur est aussi l'émetteur, qu'on peut faire bouger dans un sens ou dans un autre pour normalement, totalement naturellement, se mettre visage en face contre visage à la bonne distance. Hein. Mais tout ça, c'est beaucoup de traitements d'information pour faire ça de façon aussi simple et naturelle, orienter ses yeux, orienter sa tête, orienter son muscle pour être pile poil en face de l'autre ou avoir saisi l'information. Et ben, le cerveau, il fait plein, il mouline plein de trucs pour faire ça parfaitement. Et donc, du coup, alors ça, c'est des études classiques, justement, vous savez, en eye tracking, si quand on mesure justement le regard, où est-ce qu'une personne autiste regarde, eh ben, si dans cette orientation du regard, ça c'est DT, c'est pour développement typique et DSA pour trouble du spectre de l'autisme, et vous voyez là où se pose le regard quand une personne ordinaire qui regarde ce visage, elle va aller orienter son regard vers les zones justement sociales, et là c'est l'exemple d'un enfant autiste, vous voyez, où lui, spontanément, le regard ne va pas dans les zones sociales, donc bien évidemment dans la communication, vous n'allez pas traiter une information que votre œil ne capte pas. C'est-à-dire si votre œil il va regarder ailleurs que dans le visage, eh ben, de toute façon, il ne traitera pas l'information au visage parce qu'il n'est pas allé chercher la bonne information. Pareil là, vous voyez, là c'est un autre enfant en haut, un autre enfant avec autisme en bas. Et puis, de façon intéressante, ça, vous voyez, c'est un enfant qui était normalement dans le groupe dit ordinaire, et vous voyez que son exploration elle est loin d'être typique, et à contrario, ça c'est un enfant justement dans le groupe autisme qui lui du coup a une exploration visuelle beaucoup plus typique. Et c'est là justement où on dit, c'est pas parce qu'on regarde, vous savez qu'autrefois il y avait non il n'est pas autiste parce qu'il regarde dans les yeux, bah si, il y a des personnes autistes qui regardent dans les yeux, là du coup l'étape capture de l'information avec orientation du regard fonctionne. Après, quelles sont les autres particularités du traitement de l'information? Sur toute la chaîne, comme je vous ai montré, donc de l'œil au cerveau et voilà, ces têtes-là, il y a d'autres étapes du traitement de l'information qui sont atypiques. Alors là, et ça c'est un petit schéma pour vous montrer un petit peu, une fois que c'est passé à l'œil, quand c'est au niveau du cortex visuel, et notamment quand on est dans le cas quand on doit analyser et traiter des visages humains, mais il y a tout un réseau là aussi justement, un réseau cérébral de traitement des visages pour reconnaître les visages, pour dire s'ils sont familiers, pas familiers, avec des aires du cerveau un peu particulières qui sont même un peu dédiées à ça, notamment l'aire fusiforme aria, celle-ci, l'OFA aussi, le STS, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a ce qu'on appelle des hubs, si vous voulez, hein, des zones corticales qui sont plus particulièrement justement dédiées, notamment à la reconnaissance des visages. Et puis, du coup, ces fameux visages, ils ont toute une particularité qui est d'avoir cette motricité extrêmement fine pour exprimer les émotions. Alors la vidéo est un peu... Vous voyez ? Donc ça, c'est tous les muscles, en fait, qui doivent se contracter de façon très subtile, très fine, pour que ça puisse justement exprimer une émotion. Puisque là encore, dans la communication, il y a voir le visage de quelqu'un et reconnaître l'émotion qui est exprimée par ce visage, et soi-même en face, produire musculairement
dans son visage aussi une émotion avec sa motricité. Quand on veut communiquer et interagir, toujours pareil, on reçoit et on émet, c'est-à-dire on a le cas. Et donc, cette fameuse, je vous ai parlé du regard, mais au-delà du regard, donc toujours pareil dans ces visages, il y a cette fameuse motricité du visage, et on en a, alors ça c'était un papier de 2014 qui disait qu'on peut avoir jusqu'à peu près 22 catégories, vous voyez, de motricité faciale pour exprimer les différentes émotions. Il y en a même qui peut y en avoir encore plus. Donc ça, en fait, c'est encore justement dans la communication, avec cette modalité visuelle, mais là aussi après, quand on est dans le visuel, quand on regarde ces visages, et aussi praxique quand on est dans la contraction justement de cette musculature pour pouvoir exprimer l'émotion. Et à chaque fois, dans la communication, il y a toujours ce double paramètre pour communiquer et interagir, toujours quand on dit versant réceptif, versant expressif, c'est toujours, cette fois, évidemment, c'est en duo. Et donc, du coup, on sait très bien aussi qu'il y a plus la difficulté justement à exprimer ou à voir les émotions, il peut y avoir la même chose au niveau de la motricité faciale. Par exemple, dans les signes, vous savez ça, on peut dire justement qu'il y a peu de mimique faciale ou un visage peu expressif, qui est aussi complètement en miroir, justement, avec la capacité à traiter les patterns aussi subtils qu'il y a là, vous voyez, aussi variés de l'expression émotionnelle. Et puis donc, cette motricité de la communication faciale, elle va en fait se développer dans le temps. Alors à la naissance, vous pouvez avoir l'expression de détresse, satisfaction, plaisir, 3 mois joie, tristesse, dégoût, 4-6 mois colère, surprise, peur, et au fur et à mesure, les patterns moteurs du bébé vont se développer, tout comme le langage va se développer, les patterns moteurs de l'expression faciale, justement, se développent pour au fur et à mesure exprimer les émotions, et aussi après, en miroir, reconnaître et identifier l'émotion exprimée par l'autre en face de vous. Alors, petit exemple aussi, petit test pour vous montrer aussi tout ça, comment tout ça est d'une complexité extrême. Si vous regardez ces 6 visages-là, si vous regardez ces 6 visages, qu'est-ce qu'ils expriment alors, normalement, c'est pour interagir avec nous. Qu'est-ce qu'ils expriment selon vous? Anouk, je ne sais pas si tu peux faire poser la question. Qu'est-ce que vous avez comme choix? Anouk, tu Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui, si tu sondes de l'auditoire, qu'est-ce qu'ils expriment, les visages? Qu'est-ce que c'est expression? Colère. Peur. Douleur. Ça, très bien. Et il y a des gens qui ont... Voilà. Il y a des gens qui quoi? Qui ont compris la complexité du truc ou la joie d'avoir gagné. Oui, très bien, c'est ça, exactement. Ça, c'est ceux qui connaissent peut-être déjà le truc. C'est qu'en fait, ça, vous avez justement, ici, c'est le match de tennis. Donc là, c'est celui qui a gagné et là, c'est celui qui a perdu. Vous voyez, et donc là, c'est les photos de gagnants et là, ce sont les photos de perdants. Donc, c'est là où on voit, vous voyez, la même expression faciale, en fait, en fonction du contexte, elle ne va pas avoir le même sens. Et c'est là où on voit bien toute la complexité du traitement de cette information, parce qu'il faut en plus tenir compte du contexte, et donc il faut avoir la vision globale, et on sait bien aussi que dans le TSA, justement, avoir la vision globale, ça donne quelque chose d'assez assez compliqué. Alors, là j'ai fait justement toute une partie vision, visage, émotion. Je vais faire l'autre gros morceau aussi, évidemment, la question du langage, dans la physiologie du langage. Avec, alors là, vous avez eu en plus les archisignes que vous aviez avant, je vais faire très rapidement, mais comme vous savez, donc, dans le langage, la phonologie pour les sons et les phonèmes, le lexique, vocabulaire, syntaxe et pragmatique, l'utilisation du langage en situation et dans le discours. Et puis, donc, à chaque fois dans le langage, le versant réceptif et le versant expressif. Et donc, quand on est dans cette notion de langage et de communication, il y a déjà aussi justement un premier volet. Vous savez, comme on dit le langage oral s'acquiert, le langage écrit s'apprend. Donc le langage oral s'acquiert,
Ça veut dire que quand un enfant n'a pas de problème justement ORL, auditif, neurologique et tout, cet enfant, s'il est mis dans un bain de phonèmes, c'est-à-dire si on lui parle, s'il est mis dans un bain de sons, ben, en fait le cerveau humain il est préparé pour justement acquérir le langage oral, c'est-à-dire la simple expérience du langage oral, physiologiquement, va permettre justement de développer ces petits découpages de sons que sont les mots, et qui fait que du coup, les réseaux neuronaux du langage se construisent. Alors, vous avez vu aussi tout à l'heure que parfois, justement, même dans l'autisme, il y a des réseaux qui se construisent de façon totalement, finalement, non ordinaire et performante quand même, hein, c'est évidemment très intéressant. Et là, en tout cas, quand on est dans le développement ordinaire, ben, on dit justement que le langage oral, vous prenez un bébé, vous le mettez. Alors, c'est pour ça que si vous prenez par exemple un bébé né en France, mais qu'il part vivre au Japon, et que vous le mettez à parler avec des Japonais, et les papas et mamans ne parlent que japonais et tout ça, ben cet enfant, même s'il est né en France, il va, lui, spontanément, d'abord parler japonais. Parce qu'il a la boucle audiophono hein, qui fait que c'est le japonais qui va parler. A contrario, quand on dit le langage écrit, lui, s'apprend. Alors, là, ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais peut-être je vais le faire après, quand je passe au langage, donc on va évidemment penser audio, boucle audio, mais bien évidemment, dans le langage, il y a les deux sens, il y a le visuel et l'auditif. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet McGurk. L'effet McGurk, par exemple, hein, c'est que si vous regardez quelqu'un et que cette personne, elle dit « pas », d'accord ? Donc vous entendez le son « pas » ici, mais que ses lèvres, en fait, elles disent « ga », c'est-à-dire que visuellement, vous voyez un mouvement sur les lèvres qui dit « ga », hein, ben votre cerveau, il va entendre, lui, « da ». C'est-à-dire qu'il va faire une reconstruction des deux, parce qu'il a deux informations contradictoires, il a ba et la ga, et donc vous allez entendre da. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet McGurk. Hein. Et donc ça, c'est typique justement ça montre bien le niveau de langue qu'on a. Par exemple, quand on est très bon en anglais, on a beaucoup de mal à voir les films en VF, parce qu'en fait, on est en McGurk en permanence, c'est-à-dire que les lèvres, en fait, elles parlent anglais, mais quand on entend la version VF, ça, c'est l'effet McGurk. Et donc, il y avait les premières études de Gelder de 91 qui disaient que justement, les enfants autistes étaient peut-être moins sensibles à l'effet McGurk, parce que justement, avaient moins cette capacité à intégrer l'auditivo-visuel, l'audiovisuel, alors que dans le langage, quand on interagit avec quelqu'un, on est complètement justement dans l'audiovisuel, on entend ce qu'il dit et on regarde le visage, et notamment on regarde les mouvements de la bouche. Et donc quand je vous disais le langage oral s'apprend alors que le langage écrit, l'inverse, pardon, le langage oral s'apprend alors que le langage écrit s'acquiert, là ce que vous voyez ici c'est un bâton. Alors, pareil, je vous le fais en direct, mais là c'est un bâton, là c'est un autre bâton, là c'est encore un bâton, d'accord ? Tout ça c'est des bâtons, et ça c'est une lettre. Parce que là vous avez appris explicitement que ce bâton et ce bâton et ce bâton, ça c'était un A, donc ça c'est du codage, c'est du langage écrit qui lui s'apprend explicitement, alors que le langage oral nous dit s'acquiert, c'est la différence entre l'acquisition et l'apprentissage, s'acquiert en cours du développement. Et donc dans l'autisme, je regarde l'heure, hein, je suis peut-être un peu, que je termine rapido là, dis-moi. Non, tu as encore 10 minutes. Oui, d'accord, excuse-moi. 10 minutes, c'est ça, oui. En fait, on a commencé un peu en retard, donc effectivement, on peut donner 5 minutes en plus. 1 minute, ok. Non, 10 minutes. Ah non, j'ai jamais fini là. 5 je finis dans 5 minutes. Ok, oui, ça te va 5 Ok, je vais finir. Bon. Donc du coup, dans le langage, vous avez donc au niveau auditif, avant d'avoir du langage aussi au niveau du sens, le cerveau, il traite automatiquement aussi la voix humaine. Par exemple, quand il entend comparé à... Vous avez tout l'hémisphère droit qui s'active aussi préférentiellement dès que c'est du son acoustique humain. Et ça, ce qu'on avait montré aussi, dans l'autisme, en fait, ça s'active bien, mais ça s'active, en fait, pas de façon aussi différenciée que quand on est chez la personne ordinaire. D'accord ? Donc on a là aussi des zones dédiées, normalement, au traitement acoustique de la voix humaine qui vont faciliter la communication. Je vais passer ça du coup. Donc ce langage, aussi pour vous dire que tout ça, bien au-delà de l'audition de base,
eh bien, ça va impliquer plein de petites aires ici, et notamment au niveau de l'hémisphère gauche. Donc ça fait partie des fonctions latéralisées. Hein, dans l'hémisphère, le cerveau est symétrique, le langage est dans les fonctions latéralisées à gauche. Et que par exemple, si je vous dis un mot, là, si je vous dis colloque, vous entendez colloque, et que vous allez répéter colloque, si je vous dis colloque et répétez la phrase, pour vous répéter la phrase, il va se passer ça dans votre cerveau. Là, vous entendez colloque, là, c'est au niveau de l'audition, là, c'est au niveau des aires du langage de verniquer, vous comprenez le mot, tout ça, vous avez le sens. Comme vous savez que vous allez le répéter ensuite, ça repasse au niveau préfrontal, ça va aller dans votre aire de Broca, ça va aller dans le cortex moteur, et vous allez dire colloque. Donc, entendre colloque et répéter colloque, il se passe tout ça, 1, 2, 3, 4, 5, là, dans votre cerveau. Alors, la motricité, je vais passer parce que c'est juste, j'ai focalisé sur l'auditif, sur le visuel. Dans le visuel, je vous ai parlé justement notamment du visage et des émotions. Je n'ai pas le temps là encore, mais évidemment, vous avez toute la motricité des membres. Les membres sup, sont aussi le corps dans son ensemble, et notamment le membre, et bien évidemment aussi les mains, sont aussi un moyen de communication, qui est là, implique encore d'autres réseaux, d'autres aires, mais qui vont intervenir dans la communication. Et donc du coup, voilà, tout ça, c'est absolument, je vous dis, extraordinaire. Donc les éléments linguistiques, les éléments vocaux-acoustiques, les éléments pragmatiques, tout ce qui va être les règles, bien sûr, discursives, psychologiques, culturelles et sociales, qui font qu'à un moment donné aussi, il y a tout, on parle pas, il y a tout le volet cognitif aussi, bien sûr, de la mise en œuvre de ces moyens de communication. Qu'est-ce qu'on décide de faire, de ne pas faire, de dire, de ne pas dire, de regarder, de ne pas regarder. Tout ça, c'est aussi du traitement de haute volée. Comme je vous ai dit, les ajustements visuo-posturomoteurs, où est-ce qu'on met son regard, où est-ce qu'on met sa tête, où est-ce qu'on met son geste. Et puis tout ce qui est la synchronisation socio-émotionnelle. Donc tout ça doit se mettre en route quand on communique et qu'on interagit. Et ce qu'on sait aussi maintenant, c'est que non seulement ça se met en route, mais en fait, la façon dont on le fait, c'est qu'en permanence, on prédit l'étape d'après. C'est-à-dire que là, je vous ai montré, vous disais évidemment, il y a une information qui arrive, on la traite et on agit. En fait, quand une information arrive et qu'on la traite, avant même d'agir dans quoi que ce soit, on anticipe des retours potentiels. Et c'est ce qui fait que la communication aussi avec quelqu'un, elle est très rapide, elle est très fluide, c'est qu'en permanence, sans que ce soit conscient, en fait, notre cerveau, avant d'émettre quelque chose, il émet aussi ce qu'on appelle une copie cerébrale. Il dit, si je fais ça, il va se passer ça. D'accord ? Inconsciemment. Et si ça ne se passe pas comme ça, hop, il refait autre chose. Donc il y a en fait une prédiction permanente qui génère cette automaticité, cette fluidité de l'interaction. Et ça aussi, dans l'autisme, c'est compliqué. La prédiction permanente, elle est compliquée. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de traitements aussi, si je fais de façon très générale, séquentiels, et non pas justement simultanés et anticipés. Donc ça aussi, dans la communication, c'est un élément très important, c'est la prédiction de l'effet de la communication. Et qui peut justement générer des fois ce décalage qu'on peut avoir avec l'enfant ou la personne autiste en face de nous. On n'est pas dans le même exactement espace-temps immédiat. Voilà, et donc tout ça, je vous dis, ça implique plein de trucs et c'est très compliqué. Et puis il y a, pour terminer, dans aussi la communication qu'on décrit maintenant, parce que je vous ai dit, donc, on peut se regarder, on s'entend, il y a des mouvements et tout. Mais ce qu'on sait maintenant aussi, c'est que quand deux personnes interagissent, en fait, les fréquences cérébrales, parce qu'on a des rythmes cérébraux, nos neurones qui s'activent, tout ça, on a des rythmes cérébraux, ben, ces fréquences cérébrales, elles se synchronisent. Si on fait l'EEG d'une personne et de l'autre personne, comme ici, vous voyez, ben, en fait, on va se retrouver à avoir des fréquences, des rythmes cérébraux, c'est en Hertz, qui se mettent aux mêmes fréquences. Donc là, on entreaperçoit un tout nouveau champ aussi, finalement, d'interrelation et de communication. Ce n'est pas uniquement la vision, ce n'est pas uniquement l'audition, ce n'est pas uniquement les mouvements, mais vous avez même, en fait, une synchronisation de fréquences cérébrales qui se font quand deux personnes communiquent et interagissent. Et
Et là, évidemment, on rentre dans un champ qui est nouveau, hein, qu'on ne connaît encore pas très bien, mais qui est certainement aussi source de beaucoup d'espoir, justement, pour la suite, pour développer et tout ce qui est moyen de communication, justement, alternatif et augmenté. En tout cas, dans toutes ces ressources-là, on voit bien que dans l'autisme, en fait, en fonction du chemin qu'on prend, il y en a d'autres que les... Comprendre, je pense, les atypicités, et puis comprendre qu'en fait, il y a beaucoup de canaux et de chemins possibles pour la communication, qui fait qu'on peut, justement, entrer en relation malgré tout. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour cet état des lieux vaste et effectivement très réactualisé sur la question de neurophysiologie de la communication. On va prendre 5 minutes d'échange avec les collègues. N'hésitez pas à profiter de cette interaction et cette synchronie qu'on peut avoir malgré la distance. Alors ça rentre complètement en synchronie avec ce qui a été aussi évoqué en début d'après-midi et dans l'après-midi, Frédéric, puisqu'il y a vraiment cette notion d'ingrédient, de prédictibilité, en tout cas cette recherche de règles, en tout cas de prédictibilité dans la communication et dans le langage qui ont été évoqués à plusieurs reprises, donc tu es très en phase avec voilà. Et là, c'est très intéressant parce que vous avez un autre concept qui est évoqué au niveau de la psychologie, qui est la question temporelle, parce qu'on n'avait pas du tout encore abordé. Il y a la question de la prédictivité, c'est-à-dire de faire des prévisions. Donc, on a une question. Bonjour, je m'appelle Hortense, je suis orthophoniste. Je me posais une question par rapport à l'effet McGurk. Vous avez dit que les personnes avec autisme ne pourraient pas intégrer l'information de différentes modalités sensorielles. Je voulais savoir s'il y avait eu des études scientifiques qui ont prouvé ça ou si c'est vraiment que du conditionnel. Alors, c'est pas tout à fait qu'elles n'intègrent pas l'information. C'est pas le pas. Hein. De toute façon, dans l'autisme, en général, c'est jamais le pas, c'est surtout le autrement. Et en fait, dans le TSA, ce qu'on sait quand même, c'est que, alors, toujours pareil, quand on dit dans le TSA, hein, comme je vous ai montré dans le tracking, c'est-à-dire vous allez avoir, ça va pas être vrai pour toutes les personnes TSA, donc il faut vraiment nuancer les choses. Mais la question de l'intégration auditivo-visuelle, parce qu'en fait, quand le cerveau reçoit, je recherche ma dia, quand le cerveau reçoit que de l'information auditive, ou quand il reçoit que de l'information visuelle, il a une façon de traiter l'information, et quand il reçoit les deux en même temps, il fait autre chose. C'est pas 1 plus 1, il fait autre chose. D'accord ? Il va activer encore d'autres réseaux. Et donc ça, ce qu'on avait montré nous justement, on l'avait montré déjà en neurophysiologie, et ça c'est bien connu aussi, c'est que du coup parfois l'information visuelle seule peut être traitée parfaitement, l'information auditive seule traitée parfaitement, mais quand vous mettez les deux en même temps, la capacité à traiter l'ensemble, là, ça change. D'accord ? Et ça, c'est scientifiquement, on l'a montré justement dans les études de neurophysiologie. Après, ça, vous voyez, il y a des vieilles, c'est public, comme je vous dis, 91, là, de Gunner sur l'effet McGurk. Je sais pas, en toute honnêteté, je ne sais pas si ça a été refait ou pas, cette expérience sur l'effet McGurk. Peut-être que le professeur Kissine sait, je ne sais pas. Je voudrais que je revoie. Il pose la tête. Ouais. Il a question. Ouais, donc du coup, mais en tout cas, ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que l'atypicité de l'intégration auditivo-visuelle quand elle est combinée, ça, nous, on l'a montré scientifiquement avec des études d'électrophysiologie. Ok, merci beaucoup. Et j'aurais une deuxième question. Je voulais savoir si, à votre connaissance et d'après les études scientifiques, il y a plus de troubles phonologiques chez les personnes avec autisme. Parce que quand on fait des épreuves de similarité dissemblance sur des syllabes assez basiques, j'ai remarqué dans la clinique que beaucoup de personnes avec autisme discriminent moins bien ces paires minimales.
En tout cas, qu'il y ait la possibilité que dans l'autisme, on se retrouve avec toutes les caractéristiques qu'on peut retrouver justement, notamment dans les troubles du développement du langage, aussi indépendamment enfin, il y a l'aspect TDL et puis il y a l'aspect aussi justement atypicité. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas systématique chez tous les enfants, mais par contre qu'il y ait plus souvent en effet des troubles phonaux, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas forcément de là à atteindre les critères du TDL. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. C'est-à-dire que vous avez des atypicités dans les productions langagières de l'autisme plus que chez la personne ordinaire, ça c'est sûr. Et sur le côté phonologique, il est aussi, quand il peut être perturbé, il n'est pas tout le temps, il peut l'être. Et puis parfois, vous avez suffisamment justement de perturbations pour atteindre même le seuil de TDL, c'est-à-dire vraiment où les aspects linguistiques sont en fait sont touchés, comme le serait un TDL, indépendamment des aspects de communication. D'accord, merci beaucoup. Après. Je pense que Mickaël peut compléter. Oui, non, c'est juste par rapport à l'intégration du visuel, c'est juste ce que je me suis intéressé à un moment récemment là-dessus, c'est juste pour ça. Et donc oui, il y a des dizaines de publications, il y a des différences, mais ce n'est pas des gros effets. Donc en fait la raison, c'est que c'est plus difficile à tester chez les enfants qui ont encore beaucoup de langage, qui est justement, alors que c'est justement là qu'on s'attend. Bien sûr. Et là, il faut faire de la neurophysiologie. Mais en comportemental, il y a quelques effets. Donc c'est là, mais ce n'est pas dramatique. Alors que quand potentiel évoqué, justement, on voit, mais alors c'est pareil, on voit des différences d'amplitude, d'onde de PE corticale et tout, c'est pas du. On voit pas, c'est pas. Je veux dire, c'est nuancé aussi, hein, quand on voit des modifications d'amplitude d'onde de potentiel évoqué, c'est pas non plus des trucs. Non, j'ai dit ça parce que moi, on a fait une étude, j'étais sûr que j'avais trouvé cet effet. Ouais. D'accord. Merci, Mickaël, merci. On a une dernière question, Frédéric, pour toi. Bonjour, je m'appelle Sandrine, je suis art thérapeute. Dans la diapo que vous avez passée sur la synchronisation des fréquences cérébrales, est-ce que vous pouvez nous la remettre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Hop, j'ai vu qu'il y avait marqué mère, enfant. Oui. Est-ce que ça a une importance dans l'étude? Est-ce que ça a été constaté dans une relation mère-enfant ou est-ce que ça a été constaté avec un enfant puis une personne qui n'est pas du tout de sa famille, par exemple? Tout à fait. Non, complètement. Non, ça c'est parce que dans le papier là, de 2019, ça a été fait justement avec un enfant et mère, mais après ça a été fait aussi entre deux individus, pas du tout forcément familiers et tout. C'est vraiment quand il y a une vraie synchronisation, un vrai échange, quoi. Vous voyez, indépendamment, c'est pas forcément la maman et tout ça. Donc, quand vous êtes en relation, justement, en communication avec un enfant, justement, ou un adulte autiste, moi je suis fondamentalement, alors je n'ai pas de preuve scientifique, hein, mais je suis fondamentalement persuadée qu'il y a quelque chose de ça qui se passe, vous voyez, qui est justement c'est une communication qui est une autre modalité, en tout cas, et qui n'est pas là, en l'occurrence, je dis, c'est le papier avec la maman, mais ça a été montré avec d'autres, avec des adultes non familiers. Merci beaucoup, merci infiniment Frédéric, et donc au plaisir de prendre la prochaine session à rapide. Merci à vous, mais vraiment désolée de ne pas être parmi vous.